Les invités que nous recevons cet après-midi ont choisi de profiter de leur retraite pour réaliser leurs rêves d'enfance. Quand on a envie d'un rêve, il suffit d'y aller à fond. Il n'y a pas d'âge en fait, il n'y a absolument pas d'âge. Élevée dans une famille nombreuse, Martine joue souvent le rôle du pitre pour exister. C'est à 13 ans qu'elle a une révélation. Dans une colonie de religieuses, je jouais Monseigneur Cochon au procès de Jeanne d'Arc. Bon. Et la monitrice se retourne vers l'autre monitrice et elle dit « Mais Martine, elle a un truc. » Et ça m'est resté, ça fait 50 ans qu'on m'a dit ça. À 8 ans, Jean découvre l'Afrique à travers les livres. Toute sa vie, il caressera l'espoir de gravir la montagne de ses rêves, le Kilimandjaro. En 2015, il y a quelqu'un qui me parle du Kilimandjaro, de son envie de le faire. Là, je me suis dit, le Kilimandjaro, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Passionnée de moto, Agnès va longtemps s'interdire de chevaucher un deux roues. Mais une rencontre va bouleverser sa vie. On est 5 retraités, que des femmes et un homme. Et puis lui, il me dit qu'il est motard. Il me dit, si tu veux, demain, je t'emmène en Amboise. Et le lendemain, il ouvre la partie. Je disais, mon Dieu, mais je suis derrière une moto, mais c'est merveilleux. C'est un kiff avec des F et des F et des F. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et ce ne sont pas mes invités qui vous diront le contraire. Durant leur jeunesse, Martine, Agnès et Jean avaient un rêve qu'ils ont mis de côté pendant une grande partie de leur vie. Et c'est finalement à l'âge de la retraite qu'ils ont décidé de le déterrer et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. Tour à tour, ils vont nous emmener avec eux sur les planches d'un théâtre, au volant d'une grosse cylindrée ou encore au sommet du Kilimandjaro. Des rencontres qui s'annoncent passionnantes que je vous propose de découvrir tout de suite. Alors merci à tous les trois d'être là parce qu'effectivement vos témoignages sont très inspirants et nous montrent qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Ça c'est très important. Martine, est-ce qu'on peut savoir quel rêve vous êtes en train de réaliser aujourd'hui ? Devenir comédienne, comédienne professionnelle. Alors qu'en fait, vous avez attendu combien d'années pour commencer à toucher ça du doigt ? Toute ma vie, sans attendre d'ailleurs, parce que la vie s'est déroulée... Vous l'aviez mis de côté ? Voilà, j'ai plutôt mis de côté. Et puis, ça m'a rattrapée, parce qu'une passion comme ça, on peut l'étouffer, mais ça ressort forcément un jour. Bon, on va voir effectivement quels sont vos projets aujourd'hui, et puis ce que vous êtes en train de faire concrètement, et pourquoi, évidemment, on va essayer de comprendre pourquoi ça a été de côté pendant autant d'années. Agnès, vous avez un rêve qui est un peu plus inattendu. Oui, parce que j'ai toujours rêvé de faire de la moto, mais j'avais mis ça en retrait par rapport à un mari qui était dans le service accident dans la police. Et naturellement, tous les jours, il y avait des motards. Encore un motard qui s'est tué, encore un motard, etc. Et donc, j'ai étouffé l'envie de... Mais c'est quand même pas venu tout de suite. On verra qu'il y a eu quand même une image très forte, une charge émotionnelle très forte dans votre enfance. C'est ça. Et puis, vous avez été découragée. Et puis, aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de demander leur âge aux femmes, mais on m'a dit que vous le donniez facilement. Oui, parce que j'ai passé mon permis moto à 65 ans et demi. D'accord. Donc ça fait 4 ans. Donc c'est quoi en cylindrée ? J'y connais rien, mais c'est... Celle que j'ai actuellement, c'est une 800. On se rend pas compte. Et c'est-à-dire 91 chevaux. On va voir des images de vous, là on se rend compte. Jean, je peux vous demander votre âge ? Aujourd'hui, 74 ans. Et alors ce qu'il faut, c'est que vous avez réalisé un rêve d'enfant, mais qui est aussi un de mes rêves. Vous avez gravi... Le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, donc, oui. Et, en Tanzanie. Et sur un réveil tardif, hein, c'est vrai que dans l'enfance, le Kilimandjaro, c'était un nom qui sonnait à mon oreille et qui m'attirait, et un peu d'exotisme. L'Afrique aussi, bien sûr. Et il a fallu beaucoup de temps pour que ça se réalise. Et ça s'est réalisé quand vous aviez 72 ans. Presque 73. Et donc, vous nous direz effectivement pourquoi ce rêve d'enfant a été si longtemps enfoui, oui. Et qu'est-ce qu'on ressent quand finalement on le fait, on le fait vraiment. Hein. Et puis vous avez une devise que j'aime beaucoup, qui est devenue ma devise aujourd'hui, vraiment, que j'adore, on verra tout à l'heure, mais franchement elle est très inspirante. Pascal, vous êtes psychologue, merci d'être là, et vous nous direz un petit peu qu'est-ce qui se joue finalement quand on a un rêve, à quoi ça sert de rêver, et puis qu'est-ce qui peut nous donner la force de les réaliser. Hein. Donc je vous laisse décoder tout ça avec nous. Alors Martine, pour qu'on comprenne un petit peu ce rêve de comédienne. Effectivement, j'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de comédiennes et beaucoup de comédiens dans ma vie. Et ils racontent quelque chose qui est similaire finalement à votre histoire, puisque dans l'enfance, il y avait quelque chose de très particulier.
L'envie de paraître, d'être toujours en vue, qu'on ne m'oublie pas. Qu'on ne vous oublie pas. Alors, il y a une explication. C'est que Oui. vous êtes dans une famille nombreuse. Une famille nombreuse, je suis la dernière de 7, une famille recomposée après la guerre. Donc des très grands frères et sœurs, et puis les 4 petits derniers en 4 ans, donc très rapprochés, très... c'est une richesse, mais aussi il faut faire sa place, parce que tous les grands savent plus que moi. Donc si je fais pas un peu le pitre, si je me montre pas un peu, je suis écrabouillée, j'existe pas. Faire sa place, c'est une chose dans une grande fratrie. Et vous aviez la sensation qu'il fallait faire le pitre pour être remarqué? Ah oui, oui. Oui, et pour être remarqué, et puis pour faire le pendant à une vie de famille qui était un petit peu, comment dire, un petit peu difficile quand même, parce que mon père était très malade, pas très actif, beaucoup devant la télé. Et en fait, c'était autour de la télé qu'on se retrouvait dans sa chambre. La télé, c'était un dieu à l'époque. Alors, Vous avez la sensation que quoi, que le fait que cette famille était tournée vers le monde du spectacle, vous aviez envie d'en faire partie? ah oui, oui. D'ailleurs, la grande punition, c'était on retire la petite barrette de la télé et on n'a pas le droit de regarder la télé. Mais Et donc vous jouiez quoi, des scènes en famille? Il y avait quoi, des petites scénettes? voilà, avec mes frères et sœurs, on écrivait des trucs, on se déguisait. Je pense qu'on a réussi à lui donner l'envie de vivre par notre côté joyeux, c'est ça qui s'est développé aussi. Moi, quand je voyais mon père, réagir à mes bêtises, ça me faisait un bien fou, quoi. Donc là, ce sont des charges émotionnelles positives. Ah oui, très positives. Et alors, il va y avoir une sorte de déclic. Je disais qu'au fond, les comédiens ont souvent ça, une charge émotionnelle très très forte qui va accompagner toute une vie. Ça se passe en colonie de vacances. Oui. Qu'est-ce qui se passe en colonie de vacances? On est inscrit en catastrophe avec ma sœur Véronique. Et on prépare une petite scène. Alors je jouais Monseigneur Cochon au procès de Jeanne d'Arc. Bon. Et la monitrice me dit, elle se retourne vers l'autre monitrice et elle dit, mais Martine, elle a un truc. Elle comprend au quart de tour ce qu'on lui demande pour jouer. Et ça m'est resté. Ça fait 50 ans qu'on m'a dit ça. Hein. C'est fou, non? D'imaginer qu'une phrase prononcée par un être humain qui ne vous est pas adressée en plus. C'est que Non, vous qui m'est entendez pas cette phrase qui adressée. parle de vous. Et vous vous rappelez de ce que vous ressentez quand vous entendez cette Ah phrase? bah oui, parce que moi qui ai toujours été très indisciplinée, très rebelle, il fallait toujours que je sois en bataille contre mon père, contre tout le monde, à l'école, partout. D'un seul coup, ça venait positif, on me disait « Martine, elle a un truc ». Et Voilà. est-ce que du coup, cette phrase-là, qui est presque une injonction, une prophétie, est-ce que ça vous donne envie de faire ce métier ou est-ce que c'est inaccessible? Non, c'est un truc qui a grandi petit à petit, en fait. On va voir avec vous tout à l'heure, Martine, effectivement, comment ce rêve a grandi, finalement, pour que ça soit aujourd'hui vraiment votre place. Quand vous êtes sur scène, vous sentez à votre place. On va voir ce qui s'est passé. Pascal, qu'est-ce que vous entendez, finalement? Cette petite fille qui veut se faire remarquer, qui fait rire son papa? C'est pas seulement pour se faire remarquer, il y a beaucoup d'autres choses derrière. D'abord, cette ambiance un peu mortifère avec le papa qui est malade, le fait d'organiser des choses joyeuses, ça amène de la vie. Donc ça équilibre, ça compense et c'est tout de suite ce que ça évoque. Mais aussi... ils étaient déjà une troupe, c'était déjà une troupe, presque je dirais une troupe de théâtre, avec les sœurs en plus. Et puis cette phrase dont vous vous souvenez, qui parle de vous et qui vous suggère déjà une identité dont vous pouvez vous emparer, d'autant plus qu'en fin de compte, elle est valorisante. C'est la vôtre. Hein. On va voir effectivement aujourd'hui comment vos frères et sœurs réagissent quand ils savent que maintenant, voilà, vous avez fait le choix de faire comédienne. Vous nous direz comment ça se passe. Agnès, famille nombreuse également. Et oui, moi, je suis la 10e de 11 enfants. Et en fait, moi, j'ai connu une famille avec un frère et une sœur qui est un peu plus jeune que moi. Et donc, moi, mon enfance, elle a été formidable. C'est-à-dire, mon père et mes parents étaient très... Moi, je les ai en admiration. Et pourtant, on était une famille très modeste. Votre papa ouvrier? Mon papa ouvrier, ma maman mère au foyer, bien sûr. Avec mon frère, on allait... Je dis surtout mon frère parce que ma sœur était plus jeune que moi et j'avais beaucoup d'affinité avec mon frère. Pourquoi? Parce que j'étais un vrai garçon manqué aussi. Alors que ma petite sœur était des petites robes, tout ça, moi, c'est toujours été comment, les des petites robes? pantalons. Oui, des petites robes pour moi. Ça, c'est Florence Forest qui fait ça. Les filles, elles sont douces. Les filles, elles sont douces, les garçons, ils sont plus... Moi, je dis toujours, je suis 50% homme, 50% femme. Bon, on verra ce qu'en pensent vos collègues motards tout à l'heure. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, vous êtes une mamie motarde. Hein, c'est comme ça que vos camarades vous appellent. Ouais. Mais est-ce que, du coup, il y a une scène forte, une apparition de ces motos dans votre vie? La première fois où j'ai vraiment eu un appel de la moto, j'étais mariée.
J'avais déjà 2 enfants. Vous êtes mariée jeune, vous avez rencontré l'homme Je de... me suis mariée à 20 ans, en fait. Et un beau jour, dans le village où j'habitais, à quelques kilomètres d'Avignon, j'étais avec mes enfants, j'allais faire des courses. Et puis là, d'un seul coup, j'entends un bruit, des bruits. Je me retourne. Je vois arriver des motards. Ils étaient une dizaine. Ils se garent juste devant moi. J'ai eu une montée d'adrénaline. Là, je me suis dit, mais... Surtout quand ils sont descendus de moto. Ils sont descendus en riant, en blaguant. Et là, j'ai eu une révélation. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit être super d'être sur une moto. C'était le début de rêve. Mais est-ce que c'était le groupe? Parce que finalement, c'était un groupe, il y avait des rires. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous les voyez descendre de moto. Donc, vous ne connaissez pas le plaisir sur la moto. Je les vois arriver. Le bruit. Parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais vu autant de motos en même temps. Et ça a vraiment été quelque chose de très fort, de les voir là, de voir ces motos, d'entendre ce bruit au départ. Et après, les voir rire, les voir... J'ai dit, mais ça doit être merveilleux de faire de la moto. Puis après, de ce jour-là, j'ai toujours regardé les motos, mais j'en ai jamais vraiment parlé parce que je savais déjà la réponse que j'aurais. Ça aurait été quoi la réponse? La réponse aurait été comme ça, non mais ça va pas, les motos, il y en a, c'est des fous, moi tous les jours j'en ramasse, puisque mon mari était, comme je vous ai dit, dans le service accident. Dans le service accident, bon, il y avait des voitures, mais il y avait beaucoup de motards. Et donc c'était interdit. D'ailleurs, mes enfants n'ont jamais eu un moteur. Hein. C'est le vélo, d'accord, mais même pas un Solex, c'était pour des pas raisons de sécurité. question. Oui, voilà. Mais le paradoxe, c'est que du coup, malgré cette atmosphère où les motos, c'est banni, c'est trop dangereux, votre rêve secret va grandir, en fait. Ah oui, il va grandir au long des années. Et où j'ai commencé vraiment à m'approcher d'un motard et de parler ou d'être autour d'une moto, c'est quand on est parti habiter au bord de la mer. Et là, tous les week-ends, il y avait des tas de motos qui arrivaient. Et donc, j'allais vers les motos. Dès que j'entendais un bruit, ah là là. Alors ça, vous entendiez le son, ça vous provoquait de l'adrénaline que vous... De l'adrénaline. Mais vous n'en parliez pas. C'était entre vous et vous. C'était entre moi et moi, mais après, quand j'ai habité au bord de la mer, oui, là, ça a commencé, j'ai commencé à en parler. Alors, pour qu'on comprenne votre passion pour les motos, donc, effectivement, il y a ces sensations que vous arrivez à décrire comme une charge d'adrénaline quand vous avez 22, 23 ans. Et puis, un jour, vous allez monter sur une moto avec votre gendre. Ah oui. Mais je ne sais pas ce qu'il a voulu faire ce jour-là, si c'est me dégoûter de la moto ou si c'est pour me faire voir qu'il m'a fait des démarrages assez difficiles, virages, machin. Enfin bref, là, j'ai eu peur, quoi, en fait. Et après, je me disais, bon, j'aime les motos, mais est-ce que je vais un jour pouvoir en faire? Mais non. Pour moi, c'était dans une autre vie. C'était pas possible que ce soit dans cette vie-là, déjà. Alors, est-ce qu'on appelle ça de la résignation? C'est-à-dire, vous savez, je suis mariée, j'ai des enfants, je suis bien dans mon couple, je suis bien avec mes enfants, je sais que ça peut être un rêve qui ne peut pas se réaliser, puisque je suis avec un mari qui n'aime pas. Vous voyez, donc pour moi, non. Donc dans votre monde à vous, à ce moment-là, ça n'est pas possible. C'était pas possible, c'était pas possible. Je me retourne vers la psy, si vous êtes d'accord, pour essayer de comprendre cette fascination. Pascal, qu'est-ce que vous entendez donc parce que c'est quand même spécial quand elle raconte parce que là, moi, ce qui me trouble, c'est que vous dites j'avais envie de faire de la moto, mais enfin, je les voyais surtout descendre de moto et rigoler. Ben oui, ça a été le l'air flash, heureux, en fait. en tout cas. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était, vous voyez des gens heureux et ensemble. Ouais. Oui, mais aussi il y a une histoire de puissance. Je pense que lorsqu'elle entend le son, elle entend quelque chose de puissant. Et aussi, le fait de conduire une moto, c'est de diriger quelque chose de puissant et d'être soi-même puissant. Donc, c'est un peu symbole phallique, hein, on va dire, la moto. Et c'est pas du tout négatif, hein, parce que c'est une façon de diriger aussi. Il y a sûrement, peut-être qu'au moment où vous avez décidé après effectivement de vous lancer, c'est une façon aussi de décider de diriger votre vie. Alors, on va voir effectivement dans quelles circonstances la moto est arrivée dans votre vie, puisqu'effectivement, c'était quand même complètement à part. Donc, vous sentez en tout cas cette fascination, parce qu'il y a de la peur et de la fascination en même temps. Oui. Jean, vous étiez, vous, un enfant, donc encore une fois, à 72 ans, presque 73, vous avez réalisé un rêve d'enfant, c'était de monter en haut du Kilimandjaro. On va voir pourquoi vous l'avez mis de côté, ce rêve, mais quel genre d'enfant vous étiez? Vous étiez plutôt un lecteur, plutôt un timide? Oui, un peu comme Agnès et puis Martine. Je suis issu d'une famille aussi très modeste, avec un drame qui m'a marqué, c'est la séparation de mes parents.
qui est à la naissance de mon frère. Et Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais 5 ans. J'ai mal vécu parce que ça s'est pas bien passé. Puis il y a des cris, il y a des pleurs, il y a... Et le divorce à l'époque était moins banal qu'aujourd'hui. Alors, j'allais vous le dire parce que ça m'a fait traîner des complexes pendant une partie de ma vie. Parce que quand vous êtes un enfant divorcé, on vous regarde et vous n'êtes pas un enfant normal quelque part. Hein. Et vous vous réfugiez dans les livres à ce moment-là? Alors, oui, entre 8 et 12 ans, je me suis pas mal réfugié dans la lecture. Hein, et dans les bandes dessinées, il y a un livre que tout le monde a lu, c'est Tintin au Congo, où on voit, où on retrouve l'Afrique. Hein. Est-ce que, enfant, quand vous lisez tous ces récits d'aventure, pendant un moment, vous vous imaginez aventurier ou pas? Oui, un peu, quelque part, c'était l'envie d'ailleurs, l'envie de découvrir autre chose, et à travers l'Afrique surtout, hein, il y a plein d'exotismes. Hein. Ce Kilimandjaro, qui est le sommet le plus haut de l'Afrique, ce nom sonne bien à l'oreille. Le désir de connaître ces contrées avec le mystère des tribus, le mystère des... Les Maasai? Les Maasai, oui, les Maasai. Ça me fascinait, ces guerriers Maasai qui étaient des grands guerriers très, très nobles et très fiers. Hein. Bon, et après, il y aura une seconde étape avec les cœurs vaillants, les louveteaux, les scouts, hein, au fil des années, et avec lesquels j'ai pu avoir un début d'aventure. C'était des sensations différentes. Oui, de l'aventure encadrée, mais de l'aventure quand même. Hein. Et le goût de la nature. Et le goût de la nature, oui. Et donc, ces lectures, et à la fois l'expérience du scoutisme et les sensations de l'aventure, vont pas faire de vous un aventurier tout de suite? Non, parce que peut-être il y avait le côté raisonnable de se dire c'est peut-être pas possible, c'est pas possible. Parce que ça, c'est le sujet. Ouais. C'est qu'en fait, il y a le fantasme, les rêves, et puis le côté raisonnable. Ouais. Et quoi, plus rassurant? Oui, puis je commence à travailler à 14 ans. Bon, après, j'ai eu la chance de rentrer dans la banque, ce qui m'a permis de continuer une scolarité. Ça, c'était très bien. On allait au cours du soir après le travail. Et puis, bon, j'étais toujours avec ces complexes qui me traînent toujours et la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas y arriver. Et c'est parce que d'autres ont cru en moi, à la limite, que j'y suis arrivé, qui m'ont fait confiance et que j'ai avancé. Mais une vie bien sage, service militaire, au retour du service militaire, marié comme Agnès à 22 ans, père à 23 ans, donc ça va vite. Hein. J'aime bien quand vous dites une vie bien sage. Oui. Et alors à 40 ans, vous découvrez la marche, vous découvrez la randonnée. Voilà. Alors, c'est nos premières vacances. Avec ma femme, on a commencé à aller des randonnées très sages, hein, avec un guide et des petits groupes de 10-12, et puis on dormait de gîte en gîte, soit des randonnées en étoile, soit des randonnées en traversée. Là, qu'est-ce que vous découvrez comme sensation? Alors là, c'est vraiment la nature avec des guides qui vous expliquent les choses, et c'est passionnant. Et là, je découvre à la fois la marche, la découverte de la nature, et le goût de l'effort aussi, parce que c'était pas toujours plat, hein, donc il faut cravahuter. Et de fil en aiguille, j'ai fait des randonnées plus fortes jusqu'au jour où l'organisme avec qui on partait régulièrement nous propose le Mont Blanc. Donc pour l'homme sage que vous êtes, c'est un challenge. Ah oui. Là, c'est un challenge. Là, c'est un vrai challenge. Et puis ce Mont Blanc, je le gravis, puis je le réussis une première fois. Déjà, quelle satisfaction, parce que là, on passe très vite là-dessus. Là, c'est personnel aussi. C'est une aventure. Une aventure qui me rassure et qui me donne plus confiance en moi aussi. Voilà. Le fait d'avoir réussi quelque chose, ça me donne confiance en moi. Je vois Pascal qui approuve pendant que vous parlez. Vous approuvez quoi? Oui, c'est clair. Oui, de réussir quelque chose d'aussi difficile. Effectivement, ça rassure sur soi-même et ça prouve quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que ça vient de soi, ça ne vient pas de l'extérieur. Pour une fois, ce ne sont pas les autres qui valident votre valeur, mais c'est vous-même qui la confirmez. Donc ça a une ampleur encore plus large, on va dire. J'en avais besoin. Ça a eu un effet durable? Oui, puisque 2 ans après, je gravis à nouveau le Mont Blanc, mais par une autre face. Hein. Donc là, c'est pas une balade de santé, hein, ça demande quand même un effort physique. Et dans le groupe, il y a quelqu'un qui me parle du Kilimandjaro, de son envie de le faire. Donc, on sympathise, et à la fin du périple, on se promet de le faire ensemble. On verra pourquoi, effectivement, vous avez attendu encore du temps pour monter le Kilimandjaro. Mais on voit comment c'est arrivé dans votre vie. Martine, dans votre récit, on disait que vous avez attendu la retraite pour devenir comédienne. Et
quand on a raconté votre histoire, on s'est arrêté au moment où finalement vous étiez secrétaire de direction. Oui, donc j'ai eu mon bac à 18 ans et puis mon père était encore vivant. Je vais dans une agence d'intérim, elle me dit j'ai un poste pour une banque et il était ravi, vraiment ravi. Et avec du recul, maintenant je me rends compte que j'ai choisi ce métier pour lui faire plaisir. Pour rassurer à mon votre père, Ah oui. Qui était malade. Pour à ce lui, moment-là. voilà. Alors vous allez rencontrer l'amour. Oh, mais alors il se passe du temps avant de rencontrer l'amour. Je me cogne un petit peu au carreau avant. J'aime bien la formule. Et puis je rencontre mon mari à 31 ans, au Lavandou. Vous devenez maman. Je deviens maman en 89. Donc la vie suit son cours. Vous n'êtes toujours pas comédienne. Toujours pas. Et donc vous allez faire un changement de vie à un moment donné. Ah oui, mais ça c'est dès le premier jour où je rencontre mon mari. Il me dit, tu sais, moi mon rêve c'est d'avoir une affaire à moi. Moi, je dis pourquoi pas. Mais on va essayer de prendre une gérance pendant quelques années pour voir si moi je peux m'adapter aussi à cette nouvelle vie. On passe pas du bureau au bar sans... C'est un traumatisme quand même, c'est un tremblement de terre pour moi. Hein. Puis je m'y suis bien mise parce qu'il y a ce contact avec la clientèle. Alors là, C'est un plus, là. C'est vraiment un gros plus c'est que j'avais pas dans les bureaux. Hein, on se rappelle que cette petite fille aimait bien faire le clown, faire des spectacles, etc. Vous mettez ça entre parenthèses. Et d'un seul coup, le fait d'être en contact avec les clientèles, il y a des soirées à thème, par exemple. On en fait à peu près 3 ou 4 par an. C'est pas tous les soirs. C'est 3 ou 4 par an. Pendant 18 ans quand même, pratiquement. En quoi ça vous rapproche de votre rêve? Mais parce qu'à chaque fois, d'abord, il y a une recherche pour se déguiser. Pas se déguiser de la même façon que la dernière fois. Donc Puis, chercher un personnage. on cherche un personnage, on essaye d'être un petit peu déjanté, quoi, un peu à sortir du moule. Et alors, ce qui se passe, c'est que votre rêve d'être comédienne, du coup, vous en parlez un peu. Ah oui, là, ça commence à émerger avec un client qui... Et alors lui, on fait un petit sketch un jour sur Maurice Chevalier, sur la chanson de Ma poule. Vous voyez, et lui, c'est la poule, et moi, c'est le mec. Ah, bien sûr, il fallait intervertir. Et on a été applaudis, mais comme pas possible. Hein. Il y avait 70 personnes dans le café, on a été applaudis. Et on s'est dit, tiens, on va le refaire. Mais pour le refaire à l'identique, c'était impossible, ça demande du travail. Et là, j'ai touché du doigt que être comédien, c'est pas toujours de l'improvisation. C'est pas en claquant Mais des ces doigts. applaudissements-là, vous ressentez quoi? Oh là là, je me dis, Parce mais que là, d'un oui, coup, mais là, oui, vous regardez. c'est ça, je suis faite pour ça. C'est pas autre chose, c'est ça que je veux faire. Et là, il y a eu un gros déclic. Hein. J'avais peut-être, 50 ans, peut-être, hein, 45 ans. Mais à ce moment-là, vous osez vous dire et dire, mais en fait, je veux être comédienne. Ah oui, là, je Vous commence osez à le dire, formuler. quand je serai à la retraite, là, je ferai Donc, du vous théâtre. dites quand je serai à la retraite. Ah oui, bah oui, parce que, vous savez, quand on est à son compte, hein, on est comme la petite souris qui est dans la roue, vous n'avez pas le droit de vous arrêter, autrement... Et mon mari m'avait dit, je te demande d'aller jusqu'au bout, ne me lâche pas, ne m'abandonne pas, parce que je ne peux pas tenir l'affaire tout seul. On va jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'était l'âge de ma retraite, en fait. Il est plus jeune que moi, et il a vendu pour que je puisse réaliser mon rêve, en fait. Hein. Je m'en rends compte maintenant, parce que... Qu'est-ce que vous ressentez, Agnès, quand vous entendez cette phrase? Il a vendu pour que je réalise mon rêve. Je vous ai vu réagir. Oui, je trouve ça formidable d'avoir eu Oui. son mari. Il a été vraiment exceptionnel pour elle parce qu'il aurait pu dire bon, écoute, tu attendras ma retraite et puis Non. tu feras ta vie après. C'est une manière de vous dire c'est à votre tour, quoi. Voilà. Oui, c'était voilà, ça, ouais. voilà. Et alors là, vous allez faire quoi à ce moment-là, du coup? Quand je vais liquider ma retraite au RSI dans le nord de Paris, je vois un théâtre, là. Je vais pour me renseigner, mais je me dis non, c'est trop loin de la maison. Et puis, bon, enfin, je me trouve des prétextes. Je me dis, c'est pas pour moi, c'est pas... Alors voilà, bon, ça reste en plan, une fois de plus. Comme dire Agnès, c'est pour dans une autre vie? Non, mais je me dis non, c'est pas là que je vais aller, c'est pas là. Ouais, sentais pas le... Non, je sens pas le déclic. Ouais, je me le dis, déclic. c'est pas ça vraiment que je cherche. Et ça vous arrive de penser, il est trop tard pour moi? Non, vous savez, j'étais un peu sonnée quand j'ai arrêté de travailler quand même. Et donc, c'est quoi? On change de rythme totalement, et puis on a une identité, une place, c'est ça? Et là, d'un coup, Et puis il y a une plus espèce rien. de dépression quand même, hein, parce que quand vous arrêtez de travailler comme ça, les clients vous manquent, tout le monde vous manque. Hein. Tout le monde, c'est... Et une rencontre décisive. Et alors je pars une semaine à Toulon, et je reste 4 mois sans voir mon mari, et lui ne vient pas non plus. On fait on essaye de se reconstruire chacun de notre côté, parce qu'on partageait tout. Quand on travaille Nuit et qu'on et vit jour. ensemble, 24 heures sur 24, quoi. Vous parliez l'un à d'identité l'autre, oui. tout à l'heure.
Mais voilà, l'identité, j'avais de nouveau perdu avec mon mari. J'avais pas mon numéro de sécurité sociale me servait pas. J'étais sous son numéro de sécurité sociale. Ça, j'en ai souffert de ça. Quand on est artisan, c'est ça? Alors, on était Pourquoi ça? commerçants, et lui, il était commerçant en titre, et moi, conjoint collaborateur. Donc, il n'y avait que son numéro de sécurité sociale. Donc qui c'est comptait. pas un détail pour vous? Ah non, c'était pas un détail. Hein. Parce que j'avais travaillé 20 ans sous mon numéro de sécurité sociale, et d'un seul coup, on me le prenait. Alors ça, je trouvais ça d'une injustice. Qu'est-ce que vous entendez là-dedans, Pascal? Oui, dès son enfance, elle a eu besoin d'affirmer ce qu'elle est, son identité. Et donc, il y a des références qui lui permettent, comme des jalons, de dire, bon voilà, j'ai cette identité-là, et notamment celle qui passe à travers des données comme ça, officielles. Oui. Et quand on vous les enlève, c'est oui. très, très violent. C'est très Oui. violent. Et à la retraite, quand on touche sa retraite, on reprend son numéro de sécurité sociale. Vous voyez, alors Et là, pourquoi ça va mieux. Et là, ça va mieux. Comme a fait exprès, ça va mieux. Je touche une pension minime, d'accord, mais personnelle. Et ça me redonne Oui. un petit peu du... Voilà. Ça me rebooste. Et on récupère son identité et son rêve d'un seul coup. D'un seul coup, oui. Et en plus, une rencontre alors à Toulon. Je suis partie 4 mois à Toulon chez mon fils. Et puis, sur la plage, je faisais des petits bracelets pour m'occuper, hein, parce que 4 mois de plage, quand même, faut les occuper. Hein. Bon, j'aime nager, j'aime la mer, tout ça, mais bon. Et ça va m'entraîner très loin, le petit bracelet, parce que j'ai rencontré Pascal Barrault, qui est comédien. C'est sa mère qui est venue me voir en me disant « Tiens, pour mon fils, est-ce que vous pouvez faire un petit bracelet ?» Je dis « Où il est, votre fils ?» Moi, je croyais que c'était son petit-fils. Il me dit « Non, il est là, il a 52 ans. » Ah bon, d'accord. Ouais, je vais prendre sa mesure de poignet, je vais faire son petit bracelet. Et puis on a sympathisé, il m'a invité au restaurant, et il m'a dit qu'il était comédien. Je lui ai dit « Oh, moi, j'aimerais bien faire du théâtre, tout ça. » Puis ça en reste là. À la fin de son séjour, il me donne son adresse Facebook. Et il me dit « T'es une belle personne. » Ah, ça, alors, ça... Là aussi, ça m'a reboosté. Je me suis dit, quoi il me connaît très peu, il me dit, je suis une belle personne. Qu'est-ce qui transparaît de moi pour qu'il me dise ça? Et puis, tout naturellement, au bout d'un mois ou deux, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, donne-moi l'adresse d'une photographe, je voudrais faire de la publicité, je vais faire un book, il faut faire un book. Il me donne l'adresse de la photographe professionnelle qui est très cotée. Et puis alors là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Elle me fait des photos que je trouve magnifiques. Je me suis jamais trouvée si belle. Oh, la photographe m'envoie chez une directrice de casting en me disant, elle fait un atelier de 4 heures, tu vas voir comment tu passes à la caméra. Je le fais. Et elle me dit, fais une école. Je fais une école, mais 4 jours, je fais un stage de 4 jours parce que j'ai toujours peur. Je me dis, mais non, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour moi. Cette école, mais c'est bien trop beau pour moi. Et là encore, c'est intéressant parce qu'il y a toujours une phrase d'un être humain qui va être comme une injonction, comme une prophétie. Et cet être humain... Un professeur russe qui me dit au revoir à la fin du stage, Martine, à bientôt, j'espère. Et voilà. Et vous-même, vous sentez quelque chose de particulier? Vous sentez que vous êtes à votre place? La première année, c'était un petit peu différent quand même, parce que me retrouver dans le milieu scolaire, la cloche qui sonne et tout, ça a fait des échos. Et hop, je suis redevenu un pitre. Hein. Je chahutais avec des gamins de 20 ans, quoi. Mais je rajeunis, c'est pas possible, je suis en train de rajeunir. Quand même, souvent Martine dit, en se souvenant de ces situations-là, ce n'est pas pour moi. Je pensais, ce n'est pas trop pour beau moi. pour moi. Là, voilà, mais ça veut dire, en fait, comment je peux faire pour que ce soit pour moi? Parce que quand on ne veut vraiment pas quelque chose, on dit je n'en veux pas, on met le je avant. Mais quand ce n'est pas pour moi, c'est en fait, oh, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Il y a des obstacles extérieurs. Voilà, comment je vais faire pour que ce soit pour moi? Voilà. Donc, en fait, ça veut dire c'est complètement pour moi, quoi. Oui, c'est complètement pour moi, mais comment convaincre l'autre que... Voilà. Oui, et je il y a l'ai un dit parcours. d'ailleurs dans une improvisation avec ce fameux professeur, je lui ai dit, moi je cherche à convaincre maintenant les professionnels que je suis fait pour ce métier-là. Il faut bien que je me montre à un moment donné pour savoir que j'existe, quoi. Ils vont pas venir me chercher chez moi, ils vont pas venir me chercher dans la rue. J'ai un physique lambda, il n'y a aucune raison qu'on m'accoste dans la rue. Là, vous Oui. devenez actrice de votre vie, donc ça commence par le Oui. book, ensuite un atelier de 4 heures, ensuite le cours. Au début, vous êtes étudiante, donc vous êtes un peu comme quand vous étiez Oui. adolescente, c'est-à-dire Ah oui. Un peu indisciplinée. Oui, Et puis il y a une professeure russe, Anastasia, qui me dit, Martine, assume ton âge. Ah oui, et là, ça a fait aussi écho. Je me suis dit, ah bon, je me comporte vraiment comme une gamine.
Et là, vous allez devenir sérieuse. Et là, Il y a même- je lui ai dit, je vais me mettre à travailler, vraiment. Je vais me mettre à travailler. Et il y a un texte qui va être un déclic. Oui. Alors, c'est un professeur qui nous propose différents monologues. Et c'est une femme violée. C'est une femme violée qui ne veut pas porter plainte parce qu'elle a eu une relation avec cet homme-là quelques années avant, Donc un texte très chargé qui fait appel à très beaucoup chargé, d'émotions. avec beaucoup de nuances. Et en quoi ça va être un déclic pour vous? Ça va faire appel à des choses profondes? Oui, et à m'apercevoir que rien n'est carré dans la vie, que Tout est ambivalent? tout est ambivalent. Et moi, j'ai deux personnalités, en fait. Voilà. Une très forte et très fragile, à la fois. Et dans ce monologue, je ressens la femme qui est prise à son propre piège. Elle a eu une aventure avec cet homme-là, elle ne peut pas porter plainte pour avoir été violée, admettons, 10 ans après. Et là, le professeur me dit, Martine, je ne suis plus professeur, je suis spectateur. Ah, là encore, c'est du baume au cœur, quoi. De dire quoi. Donc il vous conforte dans cette idée que vous avez raison d'y croire. Ah oui, donc ça, c'est la première année. Mhm. Parce que moi, je m'étais dit, je vais faire une année, on verra bien. Hein, parce que la deuxième année, c'est comme pour Jean tout à l'heure. Il faut le refaire une deuxième fois pour être sûr qu'on est bien à sa place. Vous voyez. Alors la deuxième année, c'était ça. Je vais refaire la deuxième année pour vérifier que la première année, j'ai bien fait. Alors, on va pas vous demander de jouer la comédie pour nous, ici et maintenant. On vous a demandé de nous passer une petite cassette démo, comme on dit dans le métier, Oui. démonstration. Et donc, on vous regarde, c'est un petit monologue. Vous allez me dire ce que vous ressentez quand vous voyez Oui. ces images. Et on va demander effectivement à Agnès et Jean comment ils vous trouvent. J'y vais ou j'y vais pas? Oh, il va me trouver moche, attends. T'as vu l'âge que t'as, ma belle? Attends. T'as plus 20 ans, hein? Je sais pas si t'es au courant. C'est moche de vieillir, hein. C'est difficile, en tout cas. Ça passe vite, la vie, hein. Ouais, ça passe vite, la vie. Je pense que c'est très difficile de jouer, de réciter, enfin de jouer devant un miroir. Là, c'est Martine, hein, c'est vraiment le... Oui. C'est plus du jeu, je crois. Je crois que là, je suis moi-même. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait, Martine, de vous voir à l'écran? Moi, ça m'émeut. Même ça m'a ému Oui. aussi. Pourquoi? C'est le fait de... justement, elle parle de l'âge, qu'on vieillit, etc. Et c'est normal, ça touche tous ceux qui Donc il y a de la sont, profondeur dans son ouais, improvisation. exactement. Qu'est-ce qui vous a ému, Jean? C'est émouvant et c'est un peu cruel aussi à la fois. Oui, aussi, à la hein. fois, ouais. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de justesse, évidemment, dans ce qu'on voit. Donc on est dans l'authenticité, donc Ah, on touche. complète. Alors on va voir quels sont vos projets et vos rêves, justement, et ce que vous êtes en train de faire, et votre expérience de comédienne à ce jour. Agnès, là aussi, beaucoup de changements à la retraite. Oui, beaucoup de changements à la retraite. Je me sépare déjà de mon mari. Ce qu'il y a, c'est que lui, il a vieilli avec son âge. Et moi, dans ma tête, je vieillissais pas. Donc il y avait un fossé qui se faisait. Et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais il fallait que je parte. Vous faites le choix, effectivement, de mettre fin à cette relation. Voilà, de partir. Deuxième choix, déménagement. Déménagement, oui, parce que de mon mariage jusqu'à pendant 40 ans, j'ai vécu dans le sud. Et le jour où je me suis séparée, je suis venue habiter en Touraine. Donc Voilà. déménagement, séparation. Et là, bon, il faut faire des rencontres, recréer un réseau social. Voilà. Et c'est là que il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est-à-dire au départ, je me retrouve toute seule, sans connaître personne. Et puis je me dis, j'adore danser, hein, j'y vais toutes les semaines. Et je me dis, je ne vais pas rentrer dans une boîte comme ça toute seule, il faut que je... Et il y a justement... je me suis inscrite à des sorties. Ça pouvait être pétanque, ça pouvait être n'importe quoi. Et là, ce jour-là, je m'inscris à l'école hôtelière. Donc, on est 5 retraités, que des femmes et un homme. Et à table, on commence à parler. Et puis, lui, il me dit qu'il est motard. Et je dis, c'est pas la grosse moto qu'il y a derrière. Ah, vous devant. l'avez remarqué, la moto? Oui, en rentrant, j'ai vu que la moto. Hein. C'était pas... La moto avant l'homme. C'était pas une américaine, mais c'était un custom aussi.
Et il me dit pourquoi tu t'aimes ça? Je dis ben moi c'est mon rêve depuis très 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 longtemps. Il me dit si tu veux demain je t'emmène en Amboise et voilà. Et le lendemain nous voilà partis. Vous vous rappelez de votre réveil ce jour-là? Ben alors le réveil ce jour-là, je me suis dit ouais mais bon s'il est comme mon gendre, s'il me fait peur, ça va pas le faire. Et là ben, ça se passe bien. Lui quand on est arrivé à Amboise, il m'a dit je t'ai senti stressée au départ et quand on est arrivé sur les levées de la Loire là, ça a été un commencement de kiff. Parce que c'est-à-dire que je disais mon Dieu mais je suis derrière une moto mais c'est merveilleux. Qu'est-ce qui revient dans votre esprit à ce moment-là? Toutes les sensations de quand voilà, vous aviez donc je me dis peut-être que c'est pas interdit de la piloter cette moto mais bon ça reste encore mais au moins un vous peu êtes sur une derrière. moto. Je suis déjà sur la moto et déjà c'est un grand pas. Et ça pour moi c'était vraiment super. Et donc, après, il me dit bah, tu sais, dimanche, il y a une sortie moto, si tu veux, tu viens avec moi. Bah, je dis oui, d'accord. Et là, on se retrouve. Le premier rêve de voir une dizaine de motos. Là, j'en vois une vingtaine. Et tout le monde vient à moi. Parce que, bon, j'étais la petite nouvelle. Bah, tu sais, si tu veux monter derrière moi la prochaine fois, tout le monde me proposait de monter derrière leur moto. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait. J'ai tout essayé. Toutes les motos, je les ai essayées. Et donc, un jour, j'achète une 125. Et puis, nous voilà partis. Et puis, j'ai fait plusieurs sorties avec ma moto. J'étais la seule 125, d'ailleurs. Seulement, quand vous êtes avec des grosses cylindrées et que vous êtes en promenade, au moment où on va doubler une voiture, une grosse cylindrée, elle met le clignotant, vroom, hop, ça y est, on a doublé, pas de danger. Tandis que la 125, c'est... T'es derrière la voiture et puis t'es là, ah, j'y vais pas, je peux pas. Vous êtes en train de donner les bonnes raisons pour expliquer que vous avez finalement voulu passer le gros cube. Voilà. Cherchez pas de prétexte. Non. Cherchez pas de prétexte. Mais c'en est un, ça. Non, mais et vraiment, c'en est un. Vous avez fait un bon raisonnement, en tout cas, en vous disant, bon, c'est quand même trop dangereux. Hein, donc, il faut que je conduise une moto, un gros voilà. Permis moto. Permis moto, à quel âge mais là, c'est pareil. Permis moto j'ai mon permis moto à 65 ans et demi. Donc, quand j'ai passé ma moto, la dame m'a dit vous savez, vous êtes la première en France, hein, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. La première fois, vous ne le réussissez pas? Non, je ne le réussis pas. Mais ça ne vous empêche pas de recommencer? Ah bah oui, parce que de toute façon, autour de vous, vous savez, vous avez des hommes qui ont 40 ans qui passent leur permis, et puis ils ne l'ont pas forcément la première fois, il ne faut pas croire. Hein. Vous passez le permis une seconde fois, vous le réussissez, et donc vous allez acheter une grosse moto. J'achète un 600, oui, un 600. Donc déjà, c'est... Pour doubler, c'est super. Vous savez quoi? Ça fait 4 ans que vous êtes motarde. Ouais. Là, maintenant, votre vie, c'est on va dire, des rassemblements tous les week-ends. On va vous regarder. Donc, parce que là, effectivement, quand on vous voit comme ça, on vous imagine pas forcément motarde. On va voir un peu comment vous êtes à l'aise. On va voir comment ça se passe avec les autres. Et puis, on vous laisse réagir juste après. Allez, on regarde. Nadine, c'est Agnès. Oui, on prépare la petite sortie cet après-midi, mais ce serait bien que vous veniez chez moi vers 1h30. Ça vous va? L'heure, elle vous convient? Bah, c'est merveilleux. C'est l'armoire qui est réservée à mes habits de moto. Alors, j'ai un blouson d'été. J'en ai un autre ici avec une doublure d'hiver. J'ai une petite chemise customisée que j'aime bien. Et ce que j'ai aussi customisé, c'est mon casque. J'ai une petite tête de mort avec un petit nœud là, parce qu'en fait, j'ai le même dans le dos en tatouage. J'ai réalisé mon rêve de tatouage à 65 ans, en même temps que mon permis moto. Donc en fait, j'ai tout fait à 65 ans. Alors voilà, ça c'est mon bébé. Quand je la prends, je la caresse et je lui dis emmène-moi à bon port, ma chérie. Enfin voilà, c'est mon trésor.
Descends là un peu, toi! Purée, la coquine, hein, elle disait qu'elle venait pas, et elle vient. Oh là là, je suis trop contente. Le milieu motard, j'adore l'ambiance. On rigole tout le temps, quoi. Quand on n'est pas sur la moto, bien sûr. Bon, ben, on va aller à Villandry. Hein, Ouais, pas trop vite, hein. Non, non. Non, 150, ça va? Non, je rigole. Allez. Quand je suis sur les routes, sur ma moto, je respire. Pour moi, c'est un bonheur absolu. Tu as l'impression d'être libre comme l'air, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Je vois les paysages, je sens toutes les odeurs, c'est quelque chose de... Ben, c'est un kiff. Voilà, mon mot à moi, c'est le kiff. On va aller faire un tour au château, je pense. Dans le jardin, ouais, Dans le jardin. D'accord. Ouais, allez, hop, on y C'est va. parti. Quand on part se faire une belle promenade, ben, le fait d'être tous ensemble, ben, ça réchauffe le cœur. J'adore ça. Il n'y a qu'en groupe de motards qu'on peut faire des découvertes comme ça, parce que tout seul, tu viens pas, quoi, franchement. Ça n'a pas le même charme. Ça rajeunit de faire toutes ces expériences à mon âge parce qu'on est toujours confronté à des gens beaucoup plus jeunes, donc tu es obligé de rester au top. Ouais, c'est bien, là. Non, impeccable. Oui, il est parti à Londres, c'est Ah, super. Mais heureusement qu'on l'a rencontrée, notre copine Agnès, parce que franchement, elle nous a apporté plein de choses. Elle nous a apporté la gaieté, elle nous a donné plein d'idées, on a fait plein de sorties ensemble. Moi, je suis en admiration devant elle, parce qu'à l'âge où elle a passé son permis à 65 ans, moi, je l'aurais jamais fait. Moi, ça c'est certain, 65 ans, non. Non, non. Aujourd'hui, je vais avoir 70 ans et ça n'empêche pas que je suis toujours sur ma moto. Hein. Et je compte y aller encore longtemps. Après, je mettrai peut-être 2 petits trous derrière, je sais pas, mais, mais je continuerai encore longtemps. Donc ça, c'est le monde d'Agnès. Ça vous fait quoi quand vous vous voyez dans cette idée? Ouais, ça me rappelle toutes les sorties que je peux faire en ce moment, quoi, ouais. Et ça me fait plaisir de... Vous n'avez même pas J'adore. besoin de mettre des mots. Si vous saviez comment ça se voit sur votre visage. Ah ouais? Ah oui, je vous confirme. Martine, qu'est-ce que vous ressentiez quand vous la voyez dans son univers? Ben, il y a beaucoup d'amitié aussi entre les motards. Moi, je crois que c'est Énormément. ça. Il n'y a pas que la machine, il y a l'humain qui est là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Ça, c'est propre aux le motards. monde les des, automobilistes, le monde ils des ont pas motards, ça. c'est vraiment un petit monde à part, on va dire. C'est Oui, vrai. oui, une Ouais. grande solidarité. Donc aujourd'hui, vous avez un sentiment d'appartenance très fort. Ah non, mais moi, je suis 100% motarde, hein. Même 200. 200%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, vous allez nous parler de la sensation, effectivement, sur les routes, la relation avec l'engin. Mais alors, quand on vous voit comme ça, on ne peut pas s'empêcher de repenser à vous quand vous avez la vingtaine et que vous voyez ces motards arriver, etc. Il y a une sensation très forte que vous avez du mal à expliquer. Mais là, vous êtes dedans. Ah oui, je suis dedans et je suis vraiment... Je peux vous dire que quand je monte sur ma moto, si là, vous dites que quand j'en parle, on voit que j'ai le visage éclairé, sur ma moto, Mais alors, comment définir ça? C'est un kiff avec des F et des F et des F. Un kiff tellement fort que je suis... bon, je conduis et là, je remercie le ciel. Vous la vie, en tout cas. Et puis déjà, de m'avoir fait faire ce rêve dans cette vie. Parce que ça aurait été dur d'attendre l'autre vie. Quand Mais même, oui, hein. c'était votre phrase. C'est pas pour moi, c'est pour une autre vie, c'est pour une autre vie. Ouais. c'est moins Là, dur, maintenant, déjà. c'est à chaque fois, franchement, souvent, quand je suis sur ma moto, je pense à tout ça. Je dis, eh ben, tu vois, Agnès, finalement, quand on a envie d'un rêve, il suffit d'y aller à fond. Et puis le rêve, normalement, c'est accessible à tous. Bon, moi, c'est la moto, c'est le théâtre, c'est L'aventure. l'aventure. Il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a absolument pas d'âge. C'est comme dans les couples, c'est pareil. Quand il y a beaucoup de différences d'âge, on va dire « Ah ben non, bah attends, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans d'écart, c'est pas possible. Mais s'ils vivent une bonne vie ensemble, alors pourquoi se mettre des barrières? Il faut vivre l'instant présent. Oui, Voilà. Donc c'est bon aussi, pas forcément la moto, ça peut être aussi dans ta propre Tous les vie. domaines. Tous les domaines. C'est pas Jean qui va vous contredire. Jean, tout à l'heure dans le récit, on a raconté comment vous découvrez l'ascension du Mont Blanc. Et comme le faisait remarquer Pascal, vous le faites 2 fois pour vous assurer que c'est bien vous qui avez réussi. C'était pas un malentendu.
D'accord. Vous n'étiez pas une imposture à ce moment-là. Et puis il y a le rêve du Kilimandjaro, parce que vous entendez ça autour de vous. Et puis là aussi, le Kilimandjaro, monter le Kilimandjaro, ça va prendre longtemps, puisque vous avez 72 ans et demi. Oui. Vous pensez que c'était pour cette vie-là ou pour une autre vie? Je remettais toujours plus tard, parce que la complicité que j'avais eue sur la 2e ascension du Mont Blanc avec un monsieur qui habitait la région lyonnaise, on s'était dit, on va se téléphoner, on se tient au courant, on se dit, ça l'a pas fait. Peut-être que lui aussi, il a été emporté par la vie. Moi, j'étais emporté par la vie sur d'autres choses. C'est ce qui fait ce trou entre les 50 ans et les 72 ans, avec une prise de conscience tardive qu'il est temps de le faire, quoi. Et ça, c'est lors... À quel moment vous vous dites, bon, allez, il est temps de le faire dans cette vie? Là, c'est très précis. C'est en 2015, mon épouse faisait une cure à Bagnères-de-Bigorre. Dont la vie de curiste, c'est pas passionnant. Moi, j'avais trouvé, je me prenais mon pied en partant dans la montagne. Soit je partais un petit peu à vélo, mais j'ai redécouvert la montagne et des sentiers balisés, des sentiers fléchés, de gravir des montées. Et là, le goût de la randonnée me reprend. Je prends conscience que je suis capable encore de grimper. Puis le lendemain, je reprends plusieurs fois. Et là, je me suis dit, le Kilimandjaro, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Et donc, je m'en suis rassuré aussi auprès des thérapeutes. Je suis allé voir un cardiologue, j'ai fait des tests à l'effort, des examens. Et quand tout ça a été réuni, je me suis inscrit. Je me suis inscrit, mais je n'étais pas préparé. Donc là, il fallait se préparer. Ouais. Et alors, ce qui est paradoxal là, c'est que vous devez vous entraîner pour monter le Kilimandjaro, mais vous habitez à Lille où c'est tout plat. Voilà, c'est le plat pays. C'est le plat pays. Et donc, je trouve entre deux, parce qu'il y a toujours le vélo qui est là, entre deux, je trouve le temps de partir quelques heures marcher pour essayer les chaussures que je venais d'acheter, pour essayer le matériel. Et comme c'était comme s'il y avait du plat, il y avait derrière chez moi, à 800 mètres, 1 kilomètre, un pont qui passe au-dessus du TGV. Et ce pont, je le montais 50, 60, 70 fois, je remontais, je repassais de l'autre côté. Ça, c'était votre entraînement pour le Kilimandjaro, c'était de monter le pont et enjamber la voie ferrée. Il y a quelques personnes qui m'ont vu faire, qui ont dû dire, qu'est-ce que c'est que ce type, je le vois là, il revient là, il repart là. Allô, docteur. Mais j'en avais rien à faire, je l'ai fait plusieurs fois, et je suis parti avec cet entraînement-là. Pascal est estomaqué. Oui, parce que effectivement, la préparation physique n'est pas la même. Enfin, quand la haute montagne, il y a un problème d'oxygénation, il y a des tas de choses qui entrent en ligne de compte, qui font que l'effort est dans un contexte aussi. Il y a le froid, il y a des chocs thermiques, etc., etc. Donc, il y a tout l'équipement également à emporter avec soi qui pèse. Pourquoi vous riez, Jean? Parce que je n'ai pas acheté le bon équipement. Arrivé là-bas, ça sera l'étape sûre. Donc, il a fallu, c'était pas le bon. Donc, au niveau des sacs de couchage, tout ça, je n'avais pas prévu assez froid parce qu'il fait là-haut. Oui, on est largement en dessous de zéro, quoi. À quelle altitude, rappelons-nous, pour le Kilimandjaro? Alors, c'est 5900 et des poussières. On ne va pas arrondir à 6000. Donc, vous partez dans ce contexte-là. 1000 mètres au-dessus du Mont Blanc, quoi. Donc, 1 kilomètre de plus en haute montagne. Et donc, vous partez avec un groupe. Vous êtes le doyen. Ah oui, alors ça, oui. Le groupe, au final, c'était de 22 à 72, quoi. Donc, 72, là aussi, beaucoup d'inquiétudes. Mais en discutant avec les uns et les autres, je m'aperçois que finalement, même les gens de 30 ans n'étaient pas sûrs d'eux, avaient aussi cette appréhension autant que la mienne. Bon, vous vous lancez dans l'aventure, vous jetez le sac de l'autre côté du mur, comme on dit, maintenant après, il faut y aller. Ouais. Et les bonnes et les mauvaises surprises, parmi les bonnes surprises, c'est qu'il y a un guide sur place qui va se prendre d'affection pour vous. Alors oui, le guide, il s'appelle Abeille. Et c'est un grand gaillard, mais alors très élancé, costaud, grand gaillard, il me dépassait d'une tête. Donc il est tanzanien? Ouais, je ne voulais pas demander s'il était Maasai, mais il ressemblait à ces Maasai Il vous est rêvé quand vous étiez gosse dans les romans d'aventure. Ouais. Et c'est un grand professionnel qui, tout de suite, avec le matériel que j'avais, c'était pas suffisant, donc c'est tout, il fallait le mettre de côté, puis en louer de l'autre. Et il m'a pris... un peu sous sa coupe, pas tout à fait, il s'occupait de tout le monde, mais avec un œil un peu plus appuyé. Ça, c'était réconfortant. Oui, voilà, tout à fait. Et dans le groupe, au fil des jours aussi, il y a une osmose qui s'est faite, et puis bon, j'étais bien entouré, encouragé. Bon, on va voir quelques images, des images amateurs, je le précise, mais on va voir votre joie. C'est-à-dire que la difficulté à la fin, c'est quoi? C'est qu'il reste une dernière ascension de 8 heures.
voilà, c'est la dernière ascension où on part. On a d'abord dans la journée une ascension costaud pour arriver à 4008, quelque chose comme ça, qui est costaud. Et vous prenez le repas du soir et vous repartez à 22h30. Donc de nuit avec les frontales, et vous repartez pour 8 heures de marche. Et là, c'est du costaud. Là, vous marchez plus avec les pieds, vous marchez avec la tête, c'est du costaud. Là. Bon, les sensations, pour le coup, elles sont inédites, puisqu'il y a une nausée permanente. Ah oui. Je l'ai eu en permanence. Dans le groupe, des gens avaient des réactions différentes. Il y a des jeunes qui ont eu mal à la tête, qui ont eu des vomissements, qui ont eu des choses comme ça. Moi, j'ai jamais eu de tout ça. J'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas eu de vomissements. Par contre, une nausée permanente qui fait que je me suis pas trop alimenté. Et pour faire une cure amaigrissante, c'est parfait. J'avais perdu 5 kilos quand je suis rentré. Sauf qu'il faut de l'énergie pour pouvoir boire. J'ai beaucoup bu, il faut boire beaucoup. Hein. Je buvais, mais j'arrivais pas à m'alimenter. Ça passait pas. Bon, est-ce qu'il y a un moment de découragement? Non, découragement non, mais de doute, oui. De doute, oui, parce que j'avais commencé à avoir mal au genou, mais après, c'était le souffle. Le souffle, vous montez une marche, vous avez le souffle court. Hein, à partir de 4000 mètres, c'est vraiment court. Bon, c'est pas des marches que vous avez, c'est des rochers à escalader. Hein, donc, le souffle est court, c'est sûr. Bon, on regarde quelques images et vous nous dites ce que ça vous rappelle. Quelle sensation ça vous rappelle? Voilà, ouais. Donc là, c'est le groupe. Et on voit on court pas là, hein. On court pas. Ça vient de passer là. Donc là, on se rend pas compte, on est loin de l'arrivée? Là, c'est l'avant-dernier jour, ça. Franchement, ça monte pas trop, hein. Non, c'est de la provoque, parce qu'il y a des faux plats, c'est ça? C'est vrai que la télé, c'est facile. Ah oui, ça c'est à la fin. C'est tout le groupe des Tanzaniens qui nous remercie. Hein. Là, c'est bien vous qui dansez. Oui, c'est moi. Le timide. Racontez-nous la sensation, quand même. C'est difficile d'exprimer. Il y a une joie, vous avez vaincu quelque chose. Et il y a des souvenirs d'enfance qui reviennent aussi. Hein. C'est non seulement le challenge, c'est aussi ce Kilimandjaro qui sonnait à mes oreilles. C'est devenu un mythe personnel, en fait. Oui. Bon, ce genre de choses, vous le faites pour vous-même, hein, vous le faites pas pour les autres. Tout ce que j'ai fait en challenge, je le fais pour moi-même. C'était pour aussi me rassurer, me conforter. C'est souvent un combat personnel, en quelque sorte. Hein. Je pense que c'était une étape de ma vie, je pense une belle étape. Hein. Je ne veux pas dire un aboutissement, hein. Ça serait peut-être dommage de dire un aboutissement, mais presque. Oui. Presque. Il y a quelque chose de solennel dans cette réussite, dans ce type de réussite-là, parce qu'il y a un instant T. On arrive en haut et où on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a réussi vraiment quelque chose. D'accord. Et ça c'est un événement marquant, quoi. Et puis pour comprendre la portée de ce que vous avez vécu, c'est que vous avez, je disais, une maxime que vous aimez beaucoup, que je trouve formidable, qui dit tout. Alors, nous commençons à vieillir quand nos rêves deviennent des regrets. Donc ça veut dire que si on ne réalise pas ses rêves, si on a des regrets, exactement. Nous commençons à vieillir. Ça vous parle aussi? Oui, bien sûr. Mais quand même, sur cette escalade du Kilimandjaro, vous étiez, je suppose, peut-être un peu la mascotte du groupe. Oui. Voilà. Oui. Ça aussi. Et alors, donc, les Tanzaniens m'avaient surnommé Babou. Babou, alors c'est papa. Alors, il y en a qui disaient Babou, papa, alors souvent papa. Et alors, le leitmotiv, c'est d'aller doucement. Hein. Si vous courez pas. Et doucement, c'est bolé, bolé. Alors, c'était souvent Babou, bolé, bolé, Babou, bolé, papa, bolé, bolé. Oui, mais pas seulement pour vous, parce que je pense qu'il y a peut-être une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est que en vous engageant dans cette entreprise et avec tout ce groupe de personnes beaucoup plus jeunes, vous leur avez mis à eux une pression pas possible, parce que si Babou réussissait, derrière, il fallait que tout le monde réussisse. Personne ne pouvait ne pas réussir. Donc, ça sans doute était quelque chose qui est un non-dit, mais qui a dû planer dans le groupe. Du coup, tout le monde devait réussir. Là, c'était... C'est votre propre challenge personnel. Je n'ai pas pensé à ça. À provoquer la honte. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ça, finalement, de ce que vous avez accompli? Parce qu'au fond, c'était... aujourd'hui, on est là pour parler de ses rêves et de se dire qu'il n'est jamais trop tard et que c'est pas resté totalement inaccessible et que ce gamin qui rêvait d'aventure, de Kilimandjaro, quand vous y êtes, j'ai la sensation qu'il y a ça aussi. C'est waouh, j'y suis. C'est comme quand vous êtes sur cette moto, vous avez de la gratitude. Vous dites merci à Dieu, à la vie. Il y a ça, il y a ce côté. Je dirais qu'il faut au moins les tenter. Pour pas avoir de regrets. Oui, voilà. Et puis l'échec, c'est la preuve qu'on a essayé. Oui, ça serait pas mal comme formule. Oui. C'est la mienne.
Martine, donc vous aussi, on l'a vu, de la gratitude quand vous êtes sur ces motos, vous dites « Waouh, mon Dieu, j'y suis ». Quand vous êtes en haut du Kilimandjaro, vous dites « Bon, c'est bien dans cette vie que ça se passe, j'ai pas rêvé ». En tout cas, j'ai réalisé ce rêve. Et finalement, dans ce qui vous concerne, finalement, la comédie, on vous a vu jouer la comédie, on a vu que c'était fait pour vous. Est-ce qu'il y a déjà eu des petits engagements ? Des petits, oui. Un film institutionnel où j'ai joué quand même 3 scènes qui différentes, qui m'ont conforté dans ce que j'aimais bien, parce que les techniciens ont réagi. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est que vous avez besoin du regard de l'autre, bon. Bien sûr. C'est le principe même des êtres humains, encore plus des comédiens. Les comédiens, c'est multiplié par 10, je pense. C'est d'être conforté dans l'idée que je ne me suis pas trompé. Voilà. C'est ça ? Oui, toujours. De me dire, est-ce que ce que moi je ressens à l'intérieur, est-ce que les gens ont le même plaisir, quoi. Moi, j'ai du plaisir à jouer, mais ça suffit pas. Il faut que les gens aient du plaisir à me regarder aussi, autrement ça n'a pas de sens. Parmi les expériences, vous venez de tourner un court-métrage avec Sami Nasseri. Voilà. Et là, ça consiste en quoi, votre rôle ? Une bourgeoise vraiment médiocre, hein, qui comment dire, qui est très méprisante vis-à-vis des SDF. Alors, c'est un rôle de composition. Hein. Donc, de composition, on rappelle que c'est le contraire de vous. Oui, parce que... Non. Elle dit des choses infernales, quoi. Mais bon, j'étais bien dans mon rôle, bien... Puis les acteurs disent que c'est jubilatoire de jouer des gens exécrables. Ah oui, ça défoule. Surtout quand on est gentil dans la vie, quoi. Ça défoule. Hein. Moi, j'adore jouer les salopes. Ah bah non, mais... les coups de vache. Écoutez, c'est des réalisateurs qui nous regardent. Ça, j'ai passé. Ah, mais j'adore ça. Votre emploi, les pots de vache. Ok, on a compris. Ah ouais, les femmes méchantes, ça, j'adore ça. Parmi les projets, Agnès, je crois que vous allez faire une petite traversée du désert. Oui, parce que je vais au mois d'octobre faire le Trophée Rose des Sables. Et justement, je serai peut-être la doyenne, va aller savoir, parce que 15 jours avant, j'aurais eu 70 ans. Et le Trophée Rose des Sables, en fait, on recherche des sponsors, parce que c'est en 4x4 avec ma coéquipière Rabia. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir refaire, pas avec le Trophée Rose des Sables, mais l'année prochaine, repartir, parce que ma coéquipière est franco-marocaine, et on veut continuer de ramener des tas de choses aux enfants du désert, etc. Donc, voilà. Donc, déjà, il faut leur emmener une 50aine de kilos de fournitures scolaires, produits d'hygiène, jouets, etc., etc. Et le Trophée Rose des Sables va remettre 1 € par kilomètre parcouru pour le cancer du sein en France. Et on va faire 6000 km. Donc, c'est une bonne aventure. C'est humanitaire. Et c'est en octobre qu'on part. Donc, En tout cas, on l'a compris. Ça prend beaucoup de place dans votre vie. Ouais. Il y a un grand projet, plein de petits projets à l'intérieur. Après, ouais. Beaucoup d'activités. Puis tout ça a du sens. Bah oui. Bon, on va faire réagir Pascal et on va continuer cette conversation. Je voudrais vous montrer un reportage qui devrait vous plaire parce que vous êtes de jeunes retraités et vous allez voir que réaliser ses rêves, quel que soit l'âge, évidemment, c'est important. Et il y a même des étudiants qui ont compris ça et qui ont une association très altruiste et qui permettent à des personnes très âgées de réaliser leurs rêves. Regardez, on en parle juste après. Depuis 4 ans, des étudiants de l'Université de Lille se sont donnés pour mission de réaliser les rêves de personnes âgées à travers l'association Cadovie. Les étudiants ont envie de s'engager, ils ont envie d'être utiles, de servir à quelque chose. Et puis, peut-être aussi de faire un petit pas de côté, à côté de leurs études de biologie. C'est grâce à eux que Teresa a pu remonter à cheval à l'âge de 101 ans. J'étais assise sur le cheval. J'étais assise sur le cheval. Comment voulez-vous que je me fatigue, hein? Ah oui, et heureuse, et heureuse. Oh, j'ai passé un moment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ah oui. Simone, elle, souhaitait tout simplement s'émerveiller devant des toiles de maître du XVIe siècle. C'est avec Pierre et Darlène qu'elle a pu, pour la première fois, se rendre à une visite guidée au Palais des Beaux-Arts de Lille. Plein de choses qui sont très agréables à regarder avec leurs yeux. Et ça que je vois. Ça vous fait du bien? Oui. Mais c'est toujours agréable pour une personne qui est seule dans un foyer, entourée de personnes âgées, de pouvoir côtoyer des jeunes qui vont peut-être plus la dynamiser, entre guillemets, la faire un peu sortir, bouger. Peut-être que je reviendrai toute seule.
Marieke a permis à André, 73 ans, de faire son baptême de l'air en montgolfière. J'ai une histoire qui fait que j'aime beaucoup les personnes âgées et que du coup j'avais envie d'aider quelqu'un, de réaliser son rêve, de le rendre heureux. C'est vraiment fabuleux. Je croyais pas voir ça. Non. Chaque année, l'association réalise une vingtaine de rêves. Une belle façon de tisser du lien entre les générations. Je vois à votre visage que le reportage vous a plu. Je vous demande votre réaction dans un instant. Je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le sujet. Aude, Brigitte et Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a touché, Jean, dans ce que vous venez de voir? Eh bien, d'amener des gens à... 101 ans, vous êtes des gamins. Donc, nous avons de l'avenir, mais peut-être faire partager, oui. Faire partager, c'est pas mal, ça. Et 73 ans, ce monsieur, il était pâté, là. Et oui, c'est bien. Et ça vient de Lille, en plus, de chez moi, là. Oui, c'est ça. Agnès, qu'est-ce que vous ressentez? ce qui m'a fait réagir, c'est la dame au départ qui a 101 ans. Et c'est vrai que quand tu dis que tu vas avoir 70 ans, qu'est-ce que c'est? J'ai encore 30 ans devant moi, quoi, hein, pour monter sur un cheval, parce qu'en fait, je ne suis jamais montée sur un cheval. Elle a une combien de centimètres cubes? 91 chevaux. Mais oui, sur un cheval, vous faites 91 d'un coup. Martine. Moi, ça m'a fait penser à ma mère. Elle voulait monter en avion et puis ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et elle rêvait de monter en avion. C'était de prendre l'avion. Ouais, prendre l'avion. En tout cas, des étudiants voilà, consacrent du temps pour les autres. Et en l'occurrence, là, c'est intergénérationnel. Donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup ici. Très bien. moi, j'ai un petit rêve, c'est de sauter en parachute. Ça, j'aimerais. Si un jour j'ai l'occasion de le faire, j'aimerais sauter en parachute. Mais pourquoi? Venez me chercher. J'en sais rien. Peut-être l'adrénaline, oui, parce que tu l'as aussi sur la moto quand tu accélères un peu. Mais c'est vrai, ça m'a toujours trotté dans la tête. Je ferai peut-être à 101 ans, allez savoir. Voilà. J'ai vu que ça vous touchait particulièrement. Oui, cette dame de 101 ans, elle est italienne, hein, Teresa Moretti. Ah oui, d'accord. Ça y est, tout de suite. Jean reconnaît les gens de Lille, vous reconnaissez les Italiens. Vous allez voir que dans pas longtemps, ils sont tous de Toulouse. Ce qui est merveilleux, c'est l'émerveillement des gens, ces personnes. C'est ça qui est merveilleux. Et que tout est possible. Ouais. Alors Brigitte, oui. Tu sais quel est le sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Ça parle de toi finalement. Réaliser ses rêves à 60 ans. Brigitte, effectivement, est devenue journaliste à 50 ans. Exact, grâce à toi. C'était mon rêve autrefois, quand j'étais gamine. Et voilà. Vous l'avez mis entre parenthèses, comme nos invités d'aujourd'hui. Voilà. Pour s'occuper de sa fille. Je me suis occupée de ma fille, j'étais mère au foyer. Bah oui. Alors donc cette association, elle a exaucé combien de rêves depuis? Alors, il réalise une vingtaine de rêves par an depuis 2013. Il y en a un qui t'a particulièrement marqué? Ah oui. Ça va vous paraître un peu ridicule, hein, peut-être. C'est une dame qui a voulu qu'on lui change la pile de sa montre. Parce que c'était la montre de son mari. Et elle a voulu... C'était son rêve. Donc quand on demande quel est votre rêve, elle répond changer la pile. La pile de la montre de son mari décédé. Moi, j'ai trouvé ça m'a beaucoup touchée. Il y a une dame aussi qui, elle, rêvait de nager dans une piscine. Elle était amputée d'un bras. Et elle ne voulait pas nager avec les autres personnes. Et les étudiants ont demandé à chercher une piscine qui acceptait de bloquer un horaire. Voilà. Pour elle, et ils ont tous nagé avec elle. Moi, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Un vieux monsieur qui, lui, rêvait de reparler flamand. Eh bien, ils ont trouvé un étudiant qui était bilingue et qui est venu passer plusieurs heures avec lui pour parler flamand. Donc, tous ces rêves-là peuvent être réalisés. Il n'y a pas d'âge, tu viens de le dire. C'est né comment, cette initiative? Alors, ce sont des étudiants de Lille, donc, qui étaient en licence professionnelle de gérontologie. Et ces jeunes, ils se sont rendus compte, pendant qu'ils faisaient leur stage, ils ont créé cette association en 2013, parce que quand ils allaient en maison de retraite pendant leur stage, ils discutaient avec les personnes âgées qui leur disaient qu'ils avaient des rêves inassouvis. Ça revenait, c'était récurrent. Les rêves inassouvis, les envies, etc. Ils se disaient, mon âge, je ne peux plus faire ça, etc. Ouais. Et ils ont décidé de créer cette association. Pascal? C'est bien ça, cette histoire d'aller dans l'individuel. Oui. C'est bien le collectif, ça crée du lien, etc. Mais de temps en temps, de faire quelque chose pour l'individu, avec ce que demande l'individu.
C'est Écoutez ses une besoins. bonne remarque, ouais. Écoutez ses besoins personnels. Ça me donne envie Ça me fait d'avoir plaisir. ça me donne envie d'appeler mes grands-mères. D'avoir 101 ans. Non, ça me donne envie d'appeler mes grands-mères et de leur demander quel est leur rêve. Eh ben voilà. Parce qu'en Bien fait, sûr. peut-être qu'elles pourraient réaliser leur rêve. Oui, mais je ne c'est sais vrai. pas quel est leur rêve. Et ce qui est touchant, Elles c'est qui que sont c'est en des jeunes retraite, qui ont eu enfin, cette pour le initiative. Bah, bien sûr. Et on peut tous le faire en réalité. C'est Enfin, incroyable. Exactement. Appelez vos parents, vos grands-parents pour leur Voilà. demander quels sont leurs Ça, rêves. c'est Il n'est bien. jamais Ouais. trop tard. C'est le message du jour. Et puis surtout, quand on rêve, c'est très agréable et c'est gratuit. Exact. Et c'est le meilleur moyen de réaliser C'est ses rêves, vrai. c'est d'en avoir. Si on oublie de rêver, on ne peut pas les réaliser. J'insiste là-dessus. Mais c'est mieux de les réaliser quand même. Mais c'est bien, mais il y en a qui oublient de rêver. Et vous, par exemple, pour monter le Kilimandjaro, vous allez nous le faire quand? J'attends 72 ans. J'ai vu qu'on avait encore plus de plaisir. Alors, mon camarade a réalisé son rêve, il s'est enfin coupé les cheveux. lui. Oui, je savais que tu allais le dire. Après des semaines de pression. Je savais que tu allais perdu 10 ans d'un coup. Oui. Tu vas nous parler de deux mamies extraordinaires. Extraordinaire, attention, je vous préviens, on va vivre un instant de grâce exceptionnel. Je vais vous présenter Lois Cunningham. Lois Cunningham, c'est une dame qui est presque centenaire. Elle a 98 ans, elle a toujours joué du piano, elle joue très bien du piano, mais son rêve, c'était de pouvoir se produire sur scène. Et elle s'est dit, bon, ben voilà, l'âge que j'ai, il y a peu de chances. C'est pour, comme disait Agnès, dans une autre vie. Dans une autre vie, voilà, je jouerai peut-être du piano. Mais c'est sans compter sur la ténacité et la bienveillance de Josh Turner. Josh Turner, Ah vous oui, le connaissez? je connais. Vous connaissez Josh Turner? Bah oui, parce que c'est de la country. Eh ben voilà, ben voilà. Josh Turner, c'est quand même une sacrée célébrité aux États-Unis. Il a déjà enregistré 3 albums. Et il s'avère que Josh Turner n'est autre que le mari de la petite fille de Lois Cunningham. Alors, un soir de l'an dernier, il y a un concert où Josh se produit. Et là, il crée la surprise parce qu'il décide de faire monter sur scène sa grand-mère, qui n'est pas en vrai sa grand-mère, mais La grand-mère de sa femme. Et donc, il l'a fait monter sur scène. Et là, c'est un instant de grâce. Ben, plus de discours. Regardez un extrait. C'est émouvant. Ouais. Ça donne presque envie d'avoir des larmes aux yeux. Mais pourquoi presque, on se lâche. Ouais, non, ça hérisse les poils, hein. Moi, bien sûr. Et qu'est-ce qui est si émouvant? Eh ben, de voir une femme de 98 ans. Ça veut dire quoi? Qu'il reste encore plein d'années pour faire plein de trucs. Ouais. Tant qu'on est vivant, en fait. C'est ça la leçon. On peut encore rêver. Pardon. Le temps que vous remettiez de votre émotion, Comme moi. c'est quoi la morale de l'histoire? Ces personnes, évidemment, nous parlent toutes de liberté, déjà, liberté d'action, liberté de penser. Mais je trouve que ça nous enseigne quelque chose, ça nous apprend quelque chose. Et le message, c'est, si vous voulez, tant qu'à vivre, autant exister. Exister, faire Ça ce plaît à qu'on tout le est. monde, ça s'appelle à tout le monde, je sens. Ah oui, Et on va vous citer, on cite plus Sénèque, à partir de maintenant, on cite Pascal. Tant qu'à vivre, autant exister. Ouais, c'est ce que ça m'inspire vraiment, c'est-à-dire faire ce qu'on aime, aller vers ses rêves, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. On peut aussi les réaliser de manière partielle, parfois. Hein, bon. Et puis... ça amène à avoir de l'élan, à mettre en jeu son propre élan, parce que les rêves, même s'ils viennent d'en haut, ils ne tombent pas du ciel. Il y a des préparations, il y a de l'effort. On a vu que là, des fois, ça venait de l'enfance. Hein, Ouais. quand on avait Il y a aussi une mise en danger de soi-même aussi, hein, un petit peu. Je vais se lancer là, elle est devant plus de 1000 personnes. Hein, voilà, ouais. Alors là, je voulais couper parce que normalement, ça dure 4 minutes. Hein, et cette vidéo, elle a fait... d'applaudissements. Pardon? Pas 4 minutes le morceau, 4 minutes d'applaudissements. 4 minutes de morceaux et 4 minutes d'applaudissements. Ça fait un buzz de dingue. Presque 10 millions de vues sur YouTube, 5 millions sur Facebook. Donc ça nous renvoie quoi? À ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Martine, pense à quoi? Moi, je pense à Cyrano de Bergerac. Sois satisfait des fleurs, des fruits et même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. C'est beau. C'est joli. C'est très beau. Donc Edmond Rostand, Pascal, Sénèque. Moi, je le retiens. Luc, une autre mamie. Ah, une autre mamie, regardez, elle est magnifique.
Je vous présente Babalena. Elle est russe. Donc on passe des États-Unis à la Russie. Ah ben oui, tu sais qu'avec moi, c'est un petit peu... Ah ben voilà, c'est le jour, la nuit, c'est l'Est et l'Ouest. Babalena, elle a 89 ans. Babalena, elle a... Baba, parce qu'en russe, Baba, ça veut dire mamie. Hein. Elle vient de Sibérie. Alors qu'en tanzanien, babou, ça veut dire papa. Ah oui, je ne savais pas. Et donc, elle a toujours rêvé de voyager. Alors, dans les années 70, elle avait un petit peu voyagé à l'intérieur du bloc de l'Est. Elle était bien allée en Allemagne de l'Est, elle était bien allée en Tchécoslovaquie ou en Pologne, mais bon, c'est pas super exotique non plus, quoi. Alors, à l'âge de 83 ans, elle a décidé de prendre sa petite valisette Il est trop mignon. et de parcourir le monde. Et ça fait 6 ans que toute seule, avec sa valisette, eh bien, elle parcourt le monde. Alors, elle est descendue en Turquie, après elle est allée en Israël, alors là, elle a fait du chameau, elle était très contente, et puis alors, elle a eu un vrai coup de cœur quand elle est arrivée en Asie. Alors, elle est beaucoup allée en Thaïlande, là, on la voit tout près de la baie d'Along, au Vietnam. Et alors... Rassure-nous, elle ne voyage pas toute seule. Toute seule, en solo. Mais comment ? Mais comment? Elle s'organise. Elle s'organise, voilà. Elle a une toute petite retraite, donc elle vit très simplement. Alors les gens sont très touchés parce qu'ils la voient. Et ils disent, venez à la maison, je vais vous faire à manger. On va vous emmener visiter là un temple. Un peu là. comme Jean était la mascotte, en fait, elle devient la mascotte. Ah oui, là, elle vous pas. Hein. Mais elle a pas peur? Ben non, elle a pas peur. Elle a peur de rien. Elle, sa philosophie, c'est qu'on vit qu'une fois et qu'on meurt qu'une fois. Donc il faut en profiter. Elle vient de fêter ses 90 ans en République dominicaine. Waouh. C'est pas mal. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand elle s'est retrouvée au Vietnam, elle s'est retrouvée avec une compatriote russe qui était là, qui est beaucoup plus jeune et qui a été vraiment émue par cette dame qui se débrouille toute seule et qui voilà. Donc à partir de là, eh bien, cette jeune fille a posté des photos de Babalena. Et c'est comme ça qu'elle a été connue. En quelques jours, elle a fait 14 000 partages sur les réseaux sociaux. Alors du coup, son petit-fils qui lui est toujours à Krasnoyarsk, en Sibérie, a monté un truc de réseau social là. Et donc, il publie tous les jours les aventures de sa mamie, quoi. Ah ouais, c'est super. Ah là, il y a 30 000 abonnés qui regardent les aventures de Babalena. Il va y en avoir beaucoup plus. Mais il va y en avoir un petit peu plus, là, ce soir. Exactement. On mettra les infos sur le site. Exactement. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir cette dame qui part seule voir le monde à 83 ans? 90 maintenant. Elle est partie à 83, elle en a 90 depuis ce mois. Ça veut dire que l'énergie appelle l'énergie. C'est de l'aventure, ça. Parce que si elle restait tranquille à la maison, au bout de 2 mois, il n'y a plus personne, quoi. Jean, ça vous parle, hein? Ah oui. Ça, c'est de l'aventure. Hein. Ça vous inspire, j'ai l'impression même. Oui, ça va faire son chemin. Ça va faire son chemin. Alors, Aude, on a un partenaire dans cette émission. Oui, Version Femina. Version Femina. Et donc, régulièrement, il donne des prix. Oui. Et donc là, c'est quelqu'un qui, finalement, a réalisé son rêve, là aussi. Alors, moi, je vais vous parler d'une héroïne du quotidien. C'est Guylaine Fauque. La voici. Elle habite à Toulon. Alors, elle n'est pas russe, elle n'est pas américaine. Elle habite à Toulon. Qu'est-ce qui se passe avec Toulon? Toulon, une histoire d'amour. J'aime Toulon. Et ben voilà, donc il y en a pour tout le monde. Donc, elle habite à Toulon. Elle a une 60aine d'années aujourd'hui. Et elle avait un rêve, c'était de venir en aide aux autres. Elle a toujours eu ce goût des autres. Elle a été infirmière, elle a été cadre de santé. Déjà, elle était dans un métier d'aide. Oui, et puis elle a eu ses enfants. Et pendant 15 ans, elle s'est occupée de ses enfants. Donc elle a mis de côté sa passion pour les autres. Et puis, évidemment, au bout de 15 ans, les petits ont grandi. Syndrome du nid vide, elle se retrouve toute seule, elle se dit, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et à ce moment-là, elle se dit, eh bien, ce rêve que j'ai d'aider les plus démunis, eh bien, je vais le réaliser maintenant. Donc, à l'âge de 54 ans, elle pousse les portes d'une association qui s'appelle Promo Soins à Toulon. Et elle s'engage auprès d'eux. Et aujourd'hui, ça fait presque 10 ans qu'elle est à leur côté. Et en fait, c'est une association qui vient en aide donc aux SDF, aux personnes précaires, et qui leur offre un accompagnement à la fois social et médical. Et donc, c'est un centre à Toulon où tout le monde peut rentrer, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, enfin sa nationalité. Ouais. Et on y vient pour voir un généraliste, pour voir un dentiste, pour voir un psychologue aussi. C'est très important. Tout ça étant évidemment gratuit. Et puis, ces personnes, elles sont accueillies avec un café. Elles viennent aussi chercher de la chaleur humaine. Donc, une nouvelle vie pour Guylaine qui a donné du sens, j'imagine. Exactement. Aujourd'hui, en prenant soin des autres, elle prend soin d'elle-même. Elle a trouvé un sens à sa vie.
vie. Et elle dit qu'elle est plus heureuse que jamais. Donc, elle est devenue même présidente du centre de Toulon. Donc, pour moi, c'est une héroïne du quotidien, cette petite dame. Elle ne voyage pas, voilà, mais elle vient en aide aux autres. Et je trouve ça, le très prix beau. Solidarité version féminin et européen. Exactement. Je voulais réagir sur ça. Je pense que quand on donne comme ça, on reçoit beaucoup derrière. C'est ça votre message. Quand on donne, on reçoit. Et c'est très riche. Ouais, ce qui est remarquable dans ce rêve-là, c'est que c'est pas un rêve pour soi, c'est un rêve pour les autres. Hein. Et donc c'est plus discret à l'apparence, mais en fin de compte, les autres bénéficient de son rêve à elle. Donc il y a un donnant-donnant, Ouais. là aussi qui est très inspirant. Martine, en une phrase, votre message, c'est la fin de l'émission. Merci. Oui, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment énorme, quoi. Qu'est-ce qui est énorme? De rencontrer Je sais pas, mais moi, je suis dans la télé, là. Vous êtes dedans. Je suis dedans, voilà, c'est ça. Et vous, Agnès, votre message? Non, mais de donner, de faire plaisir aux autres, d'aider les autres, c'est... Même quelque part, s'il y avait justement il y a une psy en face, là, moi j'ai plaisir à faire du bien aux autres, j'ai plaisir à aider les autres, mais en même temps, j'aime pas avoir un retour quelque part. Mais en même temps, quand on va me remercier, par exemple, on va me dire Agnès ceci, Agnès cela, eh bien ça me fait plaisir. Donc on se demande, on pourrait aller chercher un petit peu pourquoi je veux faire du bien aux autres. Et la gratitude, ça va ensemble. Ça va bien ensemble. C'est parfait. Super. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre énergie, pour votre témoignage, pour l'inspiration que vous nous donnez. Merci Pascal pour votre éclairage. Et merci à vous pour votre attention. On se retrouve très bientôt sur France 2. Demain, avec nos invités, nous aborderons la délicate et sensible question du pardon. Si on tombe dans la haine par rentrer dans leur jeu, c'est eux les vainqueurs. Le 24 novembre 1995, les parents de Vincent partent se promener avec leur chien. Le jeune adolescent de 12 ans ne le sait pas encore, mais il ne reverra jamais sa mère. Où on me dit que ma mère s'est fait renverser, mais que les pompiers sont avec elle, que c'est pas grave. Mais ma mère ne se réveillera pas. Vincent apprend par la presse que l'homme qui a tué sa mère était ivre et multirécidiviste. Une profonde haine monte alors en lui. Cet homme que je connais pas, il devient l'homme le plus important de ma vie. Parce qu'il a tué la femme la plus importante de ma vie. C'est un salaud. Pour moi, le pardon n'est pas possible. Marie-Cécile et Jean-Paul ont connu ce qu'il y a de pire pour des parents. Leur fils François a été assassiné. Ils sont allés au parc pour se faire un homosexuel. Je suis passé tout près de la folie, je crois, là. Incompréhension, chagrin, colère, jusqu'à ce que Marie-Cécile et Jean-Paul décident de faire naître de ce drame une part d'humanité. 6 mois pour écrire une lettre ouverte à ces 3 jeunes, essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait. L'acte en lui-même est impardonnable. Après, la personne qui a commis l'acte peut peut-être être pardonnée.